très complexe, pour d'autres, pour les professionnels d'une façon générale, et également des modules de simulation de transmission. On a même un module de simulation petite, moyenne entreprise, même pour des fonds de commerce, qui s'appelle Patrimexpert. Et ça, vous sentez qu'il y a un besoin d'information? Oui, il y a un besoin d'information très net. Moi, j'étais très informé, je suivais beaucoup les choses. Il n'empêche que même en étant très informé, le chef d'entreprise reste le chef d'orchestre. Et c'est à lui de mettre en musique cette transmission. Et cette transmission, elle est à la fois patrimoniale. Donc, il faut penser à tout le patrimoine privé, les intérêts des uns et des autres, qui sont parfois divergents. Maître Usu parlait des enfants. Moi, il ne s'agit pas des enfants, il s'agit des frères et sœurs, des cousins. Voilà. Oui, c'est peut-être pas toujours facile de choisir peut-être un fils par rapport à un autre quand la famille est nombreuse. Il y a aussi déjà, il faut qu'il y ait un repreneur, quelqu'un qui se dégage. Ça peut être aussi un dirigeant extérieur. Et ça peut être une reprise, enfin une cession à ses enfants ou aux membres de la famille, avec une direction d'un dirigeant qui est hors familial, qui peut être intéressé ou pas. Enfin bon, il y a plusieurs moyens. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement complexe. Je le disais, il y a le côté patrimonial, il y a le côté donc intuitif personnel. Chaque personne a des intérêts divergents. Il y a aussi le fait que ces futurs actionnaires, il faut qu'ils croient en votre projet, enfin projet du dirigeant. C'est une chose essentielle. Dans un environnement économique qui est pas toujours très stable, aussi bien au niveau fiscal que social, etc. Donc faire des prévisionnels sur plusieurs années. Or une reprise, ça se programme, mais après ça se rembourse sur de très nombreuses années. Ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans, voire 10, 12, 15. Comment vous faites un prévisionnel sur plus d'une année aujourd'hui avec des indicateurs qui changent tout le temps. Donc oui, c'est très compliqué. C'est pour ça que je pense que ça se prépare très en avance. Le chef d'entreprise doit en avoir conscience et il doit se former à cette transmission très tôt. Alors ça ne veut pas dire qu'il va mettre en place quelqu'un qui va le remplacer 10 ou 15 ans avant son départ. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment quand vous allez partir. Et il n'a peut-être pas l'envie aussi tout de suite de s'organiser son départ, surtout quand c'est une entreprise familiale. Absolument. Monter. Et puis, ça peut arriver aussi demain matin. Vous pouvez très bien avoir un accident et voilà. Donc vous êtes obligé à la fois de prévoir, et c'est important pour vos actionnaires, pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise, voire en dehors de l'entreprise, vous êtes obligé de prévoir une possible succession sans la mettre réellement en place. Donc oui, c'est toute une réflexion à mener. Toute une réflexion à mener, mais on a vu qu'il y avait des outils et que justement qu'il fallait apprendre, communiquer, le dire plus que jamais. Et ça, on va le dire après une nouvelle pause et le journal de l'économie sur BFM Business. Paris Business Club, Nathalie Croiset. D'ici 10 ans, environ 700 000 entreprises ont changé de main pour cause de départ à la retraite de leurs dirigeants. Parmi elles, environ 60% sont des entreprises familiales. On l'a vu, les entreprises familiales, c'est pas toujours facile. Il n'y en a pas autant qui se transmettent en France. Alors, sujet tabou, difficulté, manque d'information, on l'a très bien compris. On va essayer maintenant de rentrer un peu plus concrètement dans les outils, d'informer aussi, puisque c'est la grosse difficulté. Alors, on parlait tout à l'heure, évidemment, on peut céder à un descendant, mais il peut y avoir aussi un partenaire, un particulier qui est étranger à l'entreprise ou encore un acquéreur stratégique. Fabrice Luzu, membre de la Chambre des notaires de Paris. Oui, il y a différents types de transmission. On en dénombre 3 finalement. Il y a la transmission intrafamiliale où on souhaite transmettre à l'un de ses enfants qui a la capacité, la volonté de reprendre. Il y a la vente à un tiers. Donc là, on parle plutôt de cession à titre onéreux. Donc c'est une vente à un tiers qui peut être un concurrent, un fournisseur, un financier. Et puis, dernier cas de transmission, il y a la transmission où on va s'appuyer sur un financier, mais on va rester malgré tout en fait à la barre et au pilotage de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des opérations de LBO ou de OBO. Donc je revends une partie de ma société à moi-même et je continue en fait à piloter mon groupe. Voilà les trois cas en fait que nous pouvons dénombrer de transmission d'entreprise. Et est-ce que comment ça se construit? Parce que peut-être on peut y avoir des rencontres aussi, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui se dit voilà, je veux céder mon entreprise, qui se dit par exemple mon fils ne pourra pas la reprendre, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Alors la question en fait de l'accompagnement effectivement à la transmission est importante parce que une fois la transmission réalisée, c'est la perte d'un statut souvent pour le chef d'entreprise et puis c'est la perte aussi d'une source de revenus, d'une occupation qui, on le disait tout à l'heure, en fait absorbe 110% en fait du temps disponible. Donc il faut en fait dans la préparation à sa transmission effectivement prévoir en fait des schémas de sortie. Donc souvent, d'abord on va s'interroger sur son patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait de son patrimoine? Comment structurer en fait le prix de vente qui a été appréhendé? Est-ce que je veux redéployer un nouveau projet professionnel? Et si oui, comment en fait je structure techniquement et fiscalement ce nouveau projet professionnel? Ou est-ce que j'ai envie de capitaliser sur mon expérience, sur mon expertise pour accompagner à mon tour de nouveaux entrepreneurs? Et souvent en fait des chefs d'entreprise qui ont vendu se transforment aussi en business angel pour accompagner de nouveaux entrepreneurs pour faire en sorte effectivement que derrière, parallèlement à la transmission d'entreprise, il y a aussi une transmission en fait de l'esprit d'entreprendre. Alors on a parlé d'une notion importante qui est évaluer son entreprise. Laurent Benoudiz, donc vice-président de l'Ordre d'un des experts comptables région Île-de-France. Est-ce que c'est facile d'évaluer une entreprise? Pas toujours. Vaste question. Pas toujours. Ça demande en fait un travail qui consiste d'abord à auditer l'entreprise, savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Hein, c'est la première chose. Avant de rentrer dans les chiffres, faut savoir ce qu'on veut valoriser. Et puis, ça demande aussi à réaliser des prévisionnels. C'est quand même la base de l'évaluation. Faire une projection, hein, ce que les gens achètent, c'est les revenus futurs. Alors le passé, ça permet d'éclairer ce qui va se passer demain, mais c'est quand même ça que l'acheteur va essayer d'appréhender. Hein, c'est ce que l'entreprise et le potentiel qu'elle a à générer demain les cash flows positifs. Donc la plupart des méthodes aujourd'hui d'évaluation sont basées d'abord sur une expertise, un audit de l'entreprise, puis ensuite un prévisionnel qui est fait par le management, qu'on va essayer de challenger pour s'apercevoir s'il est consistant, s'il est fiable, et puis une actualisation de ce cash flow sur une durée plus ou moins longue. Philippe Malignac, vous qui avez dirigé Espace Loggia, qu'il avait cédé donc à votre fils, un salarié, est-ce que vous avez senti il y a un bon moment aussi pour transmettre l'entreprise, à la fois dans l'esprit? Et puis le bon moment pour celui qui cède ou pour celui... Pour celui qui cède. Le bon moment... non, il n'y a pas de bon moment, pour tout vous dire. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Simplement... Ça n'a pas été si facile pour vous de vous dire que vous allez tourner une page? En fait, j'ai pas du tout envie de la tourner. Pas du tout. Mais effectivement, je laisse la direction, bien sûr, à mon fils qui a repris la direction de l'affaire, mais j'y suis toujours présent. Et d'ailleurs maintenant, c'est lui qui me demande que je fasse des choses. Voilà, donc vous allez y rester finalement. Un petit peu. Oui. Pas vraiment la céder. Yves Delavigne-Guérin. Si, céder, mais je deviens un employé. Voilà. Ah bah c'est bien que ça vous a inversé les rôles. C'est vie ma vie. Yves Delavigne-Guérin, donc PDG du groupe Revue Fiduciaire. On a parlé tout à l'heure fiscalement du pacte Dutreil. Est-ce qu'il y a des techniques, on va dire entre guillemets, pour optimiser un petit peu sa transmission d'entreprise? Oui, on a parlé du pacte Dutreil, on n'a pas parlé du démembrement. Oui, en particulier, voilà. On peut également démembrer une propriété usufruit, donc on réduit encore la note, mais c'est quelque part transmettre un peu progressivement, on va dire, son entreprise aussi, par petits bouts aussi. Ça peut être aussi ça. Ça permet de conserver les revenus tout en ayant transmis la nue propriété de ses actions. Après, on peut organiser au sein de holding. Il y a un tas de gouvernance qui s'organise. On est, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un paradis fiscal de la transmission. Je crois que tout est fait pour permettre que la transmission se passe bien. Et manifestement, on n'a pas les chiffres attendus, escomptés. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, il va falloir qu'on travaille au niveau de l'information. C'est fait actuellement. Les journées de la transmission d'entreprise sont un merveilleux exemple. On souhaite qu'il y en ait d'autres. Il y a une vraie volonté aujourd'hui. Et quand il y a une volonté, on y arrive. En quelques années, on est devenu champion d'Europe de l'insertion des handicapés dans l'entreprise. On le dit pas assez. Il y en avait 7000 par an il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y en a 10 fois plus. On est capable de faire des choses fantastiques en France. Ce que réclament le plus les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est que les règles ne changent pas. Oui.
Aussi bien, parce que parfois on parle aussi de règles qui changent en matière fiscale, on peut en parler aussi, mais il y a aussi globalement, c'est difficile d'avoir des règles précises aussi. À tout niveau, il faut que les règles, qu'on puisse s'appuyer. On parlait tout à l'heure de l'évaluation de l'entreprise. L'évaluation de l'entreprise, elle repose sur le prévisionnel, elle repose sur le produit, sur le marché, sur les hommes. Sur l'équipe dirigeante, sur l'ensemble des salariés, c'est essentiel. Et sur un prévisionnel que vous allez faire, donc une projection, cette projection, vous la faites en fonction des éléments au jour J. Aujourd'hui, et si vous voulez le faire dans 4-5 ans, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on le voit, c'est très compliqué. Philippe Malignac, vous avez soulevé tout à l'heure quelque chose qui était intéressant, c'était finalement comment on pouvait faire quand on avait à la fois un projet personnel, décider de céder une entreprise, quand on est le nez dans le guidon. Fabrice Luzu, c'est pas si facile d'être en train de préparer sa succession tout en continuant aussi à travailler dans son entreprise. Alors, c'est un exercice extrêmement difficile qu'on demande au chef d'entreprise d'organiser la transmission de son entreprise. D'abord, en fait, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. En règle générale, on constate que malheureusement, les chefs d'entreprise ne s'y prennent que 12 mois à l'avance. Et c'est un exercice où il vaut mieux s'y prendre 5 ans à l'avance. Ensuite, ça suppose de constituer autour de soi une équipe. Alors, pour les chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de recruter du personnel, des dirigeants, des cadres qui vont venir chacun à leur poste, en fait, remplir un rôle. Et bien là, en fait, pour aborder sa transmission d'entreprise, je pense qu'il faut recruter son équipe. Donc il faut aller voir son notaire, son expert comptable, son avocat, son banquier. Et puis ensuite, il faut forcer et contraindre en fait ces professionnels choisis ou retenus à travailler ensemble. Parce que le bon schéma de transmission d'entreprise, c'est celui qui va émerger d'une interprofessionnalité, où tous les professionnels vont apporter la bonne idée au bon moment pour satisfaire en fait un objectif de transmission d'entreprise. Et enfin, in fine, il faudra que le chef d'entreprise statue, et l'exercice est difficile pour lui parce qu'on va lui demander de statuer finalement sur un projet sur lequel il n'a aucun référentiel. Un chef d'entreprise comme Philippe Malignac n'a pas nécessairement en fait la compétence ou la connaissance, sans lui faire un jeu, je crois, juridique et fiscale qui lui permettent de choisir. Donc à un moment donné, il faut que les professionnels se parlent et fassent la synthèse des avis des uns et des autres pour éviter en fait d'avoir à contraindre le chef d'entreprise à effectuer ce travail de synthèse. Donc on a vu avec vous, il y a des outils, il y a encore évidemment un manque d'informations, mais la possibilité d'avancer en étant accompagné. On va voir comment on peut faire et comment on peut voir aussi l'avenir après une dernière pause sur BFM Business. Paris Business Club, Nathalie Croisé. Ce sont au moins 700 000 entreprises qui seront à transmettre dans les 10 ans à venir. Les départs à la retraite sur la cause de la moitié des cessions. Avec nos invités, nous avons eu un panorama de ce qu'il faut faire pour une bonne transmission d'entreprise. Comment la réussir ?